Alors tout d'abord quelques mots sur Hélène Dorion, qui est une poétesse canadienne née en 1958. Elle est à la fois poétesse, romancière et essayiste. Et Mes forêts est un recueil publié en 2021, écrit en grande partie pendant la pandémie du Covid. La poétesse s'est inspirée de ses promenades en forêt pendant le confinement. C'est un recueil qui est structuré en 4 sections. Notre poème Il fait un temps d'insectes affairés se situe dans la 3e section, qui s'intitule L'onde du chaos. Et en effet, Hélène Dorion y décrit le monde contemporain et donc le chaos qu'elle en perçoit. Il y a plusieurs poèmes dans cette section qui s'ouvrent sur la formule Il fait un temps, qui correspond en fait à l'expression populaire quel temps fait-il, et à la réponse qui en résulte. Et ici, le monde qui est décrit prend à chaque fois des allures de fin du monde. Nous allons nous interroger dans ce poème sur la nature du chaos que donne à voir Hélène Dorion en nous appuyant sur 2 mouvements. D'abord sur l'anaphore Il fait un temps qui structure les 3 premières strophes du poème, et enfin sur la dernière strophe qui semble prophétiser un avenir chaotique. Nous allons maintenant passer à la lecture. Alors tout d'abord, le poème s'ouvre sur la description des humains, les insectes qui sont donc inconscients du chaos dans lequel ils se trouvent. La métaphore des insectes affairés assimile en effet les hommes à des insectes qui grouillent un peu partout, qui vaquent à leurs affaires sans se préoccuper de rien. Et l'enjambement entre le premier et le deuxième vers, il fait un temps d'insectes affairés, de chiffres et de lettres, cet enjambement permet de comprendre la nature des affaires qui occupent les hommes en question. Et ces affaires semblent quelque peu mécaniques, absurdes, puisqu'il est question de chiffres, donc ça n'a pas vraiment de sens, et les lettres, de la même manière, ne forment même pas des mots. Donc on a vraiment l'impression d'affaires qui occupent d'une manière assez présente, mais des affaires qui n'ont pas de sens. Et les allitérations en F et en R apportent en plus un son un peu ronflant, donc qui donne bien l'idée d'une importance qu'on se donne, mais qui est en fait du vide. Et l'image du chaos qui apparaît juste ensuite, qui s'en mêle sur la terre souillée, un temps où soufflent des vagues au-dessus des vagues, nous donne une sorte de contraste en fait avec cette inconscience des hommes, puisque dès le 3e vers, on a une hyperbole souillée qui insiste sur la salissure qui envahit la terre, et les insectes continuent à s'en mêler, donc c'est une métaphore filée, avec cette idée de fourmillement indistinct qu'on avait déjà avec le mot affairé. Et on voit bien que avec la rime entre affairé et souillé, il y a vraiment un lien implicite entre les affaires des hommes et les ordures qui envahissent la terre, comme si en quelque sorte les insectes étaient sur un tas d'ordures et ne s'en rendaient même pas compte. En plus, on a, avec un temps où soufflent des vagues au-dessus des vagues, il y a vraiment l'impression d'un chaos qui est redoublé, puisqu'il y a un redoublement hyperbolique. Les vagues se superposent aux vagues, et le verbe souffle est renforcé par cette répétition du mot vague. À la fin du vers, on a vraiment l'impression d'une tempête amplifiée. Donc dès la première strophe, Dorion décrit un monde où la nature semble déchaînée, sans que les êtres humains n'en prennent conscience, avec donc un sentiment d'absurde très fort qui en ressort. Dans la 2e strophe, on a mis en valeur l'impossibilité pour les hommes à communiquer entre eux, parce que tout simplement les mots semblent vidés de leur sens. C'est vraiment l'idée d'une mort du langage. On a en effet une longue accumulation d'acronymes contemporains qui illustrent les lettres qui étaient évoquées dans la première strophe. Et ces acronymes donnent des effets de sonorité un peu brutales à l'oreille, tout en renvoyant à des aspects qui sont très différents de la vie contemporaine. On a déjà avec l'ARN et le CHU une évocation de l'aspect médical qui renvoie également au contexte d'écriture, la pandémie du Covid. Donc on a avec l'ARN une évocation directe du vaccin à ARN messager, et cet acronyme qui est placé à la fin du vers se superpose en quelque sorte avec la fin du vers suivant, avec le mot CHU, qui est à double sens, puisque c'est à la fois
en tout cas c'est possible de l'interpréter comme le participe passé du verbe choir, c'est-à-dire tomber, mais également comme l'acronyme au pluriel de CHU, donc encore une fois l'aspect médical. Donc en tout cas un aspect assez inquiétant avec ces deux acronymes. On a ensuite un autre aspect qui est l'aspect informatique qui était évoqué à travers RAM et ZIP. La RAM, c'est la mémoire vive, la vitesse d'exécution qui fait gagner du temps dans un ordinateur. Et puis le fichier ZIP, c'est le fichier compressé qu'on s'échange. Et ces deux acronymes, RAM et ZIP, permettent en fait d'être compris comme des antithèses, puisque bon, déjà ils sont séparés par un espace, et en réalité c'est comme si la poétesse soulignait le fait que dans notre monde contemporain on cherche à tout prix la vitesse, mais qu'en fait on n'avait même plus le temps de décompresser les fichiers zip. On a un troisième aspect qui est évoqué également à travers les acronymes, un aspect qui concerne cette fois-ci la vie sociale, et là encore l'espace blanc permet d'avoir une opposition, donc d'avoir un fonctionnement en antithèse des deux acronymes, SDF et VIP, puisque donc là cette fois-ci on a d'un côté l'extrême pauvreté des SDF et puis l'élite sociale qui sait qu'elle est vraiment à part avec les VIP. Ensuite, dernier aspect qui est évoqué, c'est plutôt l'aspect de la vie politique et géopolitique de notre société. Le triple K ici évoque une théorie récente dans l'évaluation des entreprises, théorie qui voudrait évaluer les entreprises à travers trois K, c'est-à-dire trois capitales, le capital économique, le capital social, le capital environnemental. Et évidemment ici, dans ce contexte, on voit bien qu'il y a une sorte d'ironie qui est proposée par la poétesse, puisque juste après, on a d'un côté USA et Made in China, comme si en fait les deux grandes puissances économiques de notre temps, les USA et puis la Chine, étaient encore une fois opposées, et comme si il y avait absolument aucune possibilité qu'il y ait une évaluation éthique des entreprises, et donc comme si de toute façon cette théorie du triple K était vouée à l'échec. On a donc tout au long de cette strophe une opposition qui se fait à travers les acronymes, et on a une violence qui est à la fin de la strophe soulignée, déjà à travers l'allitération en K, on a déjà le triple K, et puis on a bien sûr KO, avec évidemment un jeu de mots sur KO, qui est le KO du boxeur, mais également le KO qu'on a dans le titre de la section, l'onde du KO. On a également la violence à travers le champ lexical du déchet, chaos, casse-gueule, déchiré, usé, bruit de ferraille. Et en opposition à toute cette violence, on a le mot émerveillement qui est mis en valeur à la fois parce qu'il est au pluriel, mais aussi par le fait qu'il soit à la fin du vers, et aussi parce que c'est le seul mot long et complexe dans cette strophe, et donc ça lui permet de se détacher. Il est vraiment en opposition par rapport à tous les acronymes du début. Donc on a vraiment une seconde strophe qui décrit un monde contemporain à la fois où le langage est mort et où ce qui est mort également, c'est la capacité à nous émerveiller sur ce qui nous entoure. La troisième strophe continue la description du monde contemporain et pointe l'illusion d'un rapprochement entre les êtres par le biais du numérique. En effet, dans cette troisième strophe, la violence se retrouve dès le vers « il fait refus et rejet », puisque les deux mots « refus » et « rejet » sont introduits par un préfixe qui permet d'insister sur la violence. Le monde qui est décrit va être axé sur les modes de communication modernes qui, en fait, loin de permettre aux individus de vivre ensemble, sont
en fait des moyens de les séparer. Donc ici on a les pixels, on a les algorithmes qui sont en plus toujours pareil, séparés par un blanc qui permettent de les opposer. Et ces deux éléments renvoient à une réalité numérique actuelle qui, encore une fois, renvoie aux chiffres et aux lettres dont il était question dans la première strophe. Et on a évidemment la métaphore des routes invisibles, qui est une métaphore qui renvoie aux autoroutes de l'information, c'est-à-dire aux liens qui étaient supposés nous lier les uns aux autres à travers Internet et les réseaux sociaux. Et donc en fait, ces routes invisibles en fait ne conduisent nulle part. Et donc en réalité, c'est comme si on était sur des routes projetées, donc comme en Exode en quelque sorte. Donc la strophe se clôt sur l'illusion de bonheur que ce monde virtuel véhicule, avec l'avenir comme promesse que le vent dévore aussitôt. Donc en fait l'illusion du bonheur avec cette idée de promesse qui est violemment dévorée, avec en plus un adverbe de temps, aussitôt, qui montre un aspect immédiat à cette désillusion, un espoir donc qui est tellement mince qu'il tient dans le creux de la main. Et puis il y a le mot chimère, mot assez fort qui renvoie à cette idée d'illusion qui est en plus redoublée avec l'idée de rêve de rien du tout, avec la formule hyperbolique rien du tout, tout comme l'adjectif des questions rudoyées, le mot rudoyer est également hyperbolique, et donc ce qui est renvoyé ici, c'est l'idée en quelque sorte de chaos, d'absence de sens et d'illusion complète de bonheur, d'échange, de communication entre les personnes. Enfin, après donc ces trois premières strophes qui permettent d'avoir une description du monde contemporain, la dernière strophe va être une sorte de conclusion où la poétesse prend des accents un peu prophétiques, puisque donc la nature est ici évoquée avec la falaise, avec la neige, et cette nature elle prend des aspects un peu inquiétants, puisque cette nature ne permet pas l'écoute des avertissements que constituent nos poèmes. La neige semble recouvrir le monde à la manière d'un déluge. Et donc les verbes chuter, le bord d'une falaise où chutent nos poèmes, tout comme le verbe perdre qui clôt le poème, tout ce que l'on perdra, sont ici également avec des accents inquiétants, puisque on a une impression de fin du monde, avec en plus le futur de perdra, avec une sorte donc d'idée de prophétie lugubre, puisque ce que nous apprenons c'est finalement la perte, et donc c'est quelque chose qui ne sera appris que lorsque ce sera trop tard, lorsque les poèmes auront déjà chuté loin de nous. Donc en conclusion, on voit que ce poème représente bien le chaos contemporain tel qu'il est décrit d'une manière plus globale dans l'ensemble de cette section du recueil. On voit la volonté de faire réagir de Hélène Dorion, et il y a vraiment dans toute la section cette volonté de dresser un tableau un peu apocalyptique du monde. Il y a un autre poème par exemple qui reprend l'anaphore il fait un temps de foudre et de lambeaux, et donc on a vraiment la volonté chez Dorion d'interpeller, de provoquer une réflexion chez le lecteur.